Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Le rapport entre un fromage qui a du caractère et un prix Nobel, entre un révolutionnaire du XVIIIe siècle et des femmes sénégalaises, eh bien on vous dit tout ça dès maintenant. Première étape aujourd'hui, la Norvège, avec un auteur qui réussit un tour de force, saisir les reflets changeants de sa campagne natale et en faire la matière d'une réflexion sur le sens de nos vies. Un message universel au travers d'une écriture singulière. C'est le prix Nobel Jon Fosse qui guidera l'inspiration. Elle défile dans les rues de Saint-Louis au Sénégal avec une élégance à la croisée des modes occidentales et africaines. Ce sont les descendantes des Signares, des femmes noires et métisses qui ont épousé des colons. Elles étaient à la fois craintes, respectées, honnies et symboles d'émancipation. Nous reviendrons sur ce complexe héritage. Dans le nord de la France, la gaufre, c'est une institution. Dans le nord de la France, le maroilles, c'est une institution aussi. Et je ne vous parle pas des gaufres au maroilles que nous irons préparer à Lille. Là, c'est bon. Ouais, c'est plein de fromage, ça dégouline de partout. C'est ce qu'il y a de bon, on s'en met plein les doigts. C'est ça qui fait le charme des gaufres au maroilles. À Fishguard, au Pays de Galles, je vous raconterai une histoire que les Français ont préféré oublier. L'humiliation d'un groupe de soldats révolutionnaires mis en déroute par une poignée de femmes, de manière totalement inattendue. Et pour commencer, comme d'habitude, c'est la devinette. Elle nous emmène aujourd'hui aux antipodes. Ce miel a la réputation d'être l'un des meilleurs du monde, en plus de ses vertus thérapeutiques. En Nouvelle-Zélande, on produit du miel de Manuka. Et ce nectar, on le doit en grande partie à une immigrée anglaise. Elle n'était ni apicultrice ni agronome, et c'est pourtant grâce à elle que la Nouvelle-Zélande est devenue le paradis des abeilles. Savez-vous comment ? La réponse, ce sera dans 45 minutes. Pour l'instant, nous partons en Norvège. Alors, il n'y a même pas 6 millions d'habitants dans ce pays, et pourtant, on y compte pas moins de 4 prix Nobel de littérature, notamment Jon Fosse, dont l'œuvre nous guide aujourd'hui dans l'inspiration. Et je pense qu'en même temps, cette lumière est comme un brouillard. Parce qu'un brouillard peut aussi briller, oui, si c'est une bonne image. C'est dans l'éther des fjords de Norvège que Jon Fosse, alchimiste des mots, puise l'essence de sa prose. Lauréat du prix Nobel de littérature en 2023, il est considéré comme l'un des écrivains contemporains majeurs. Romancier, poète, auteur de livres pour enfants, il est aussi l'un des dramaturges vivants les plus joués au monde. Son chef-d'œuvre, Septologie, un roman monumental publié en 3 tomes, oscille entre mélancolie et mysticisme. L'action, resserrée sur quelques jours de la vie d'un homme, pose la question : qu'est-ce qui fait que l'on vit sa vie et pas celle d'un autre ? Au fil des pages, la prose hypnotique de Fosse se transforme en une véritable symphonie de réflexions métaphysiques, explorant comment nous luttons pour préserver l'espoir et la foi dans un monde dépourvu de transcendance. En équilibre au bord d'un fjord majestueux, Strandbarm est encerclé de montagnes qui plongent dans les eaux profondes et calmes. Jon Fosse a grandi dans ce village côtier du comté de Vestland, aux côtés de son ami d'enfance. Notre enfance ici était très libre. Nous avions beaucoup de latitude. Nous jouions partout. Nos parents n'avaient pas besoin de veiller sur nous, ils étaient sûrs que nous étions en sécurité. Né en 1959, à 200 km au nord de Strandbarm, Jon Fosse passe les 16 premières années de sa vie au cœur de cette campagne norvégienne. Ce cadre rural laisse une empreinte profonde sur l'écrivain qui insère ses souvenirs d'enfance dans sa narration, tissant des va-et-vient constants entre passé et présent. À un moment, il raconte l'histoire d'un souvenir. Un garçon et sa sœur marchent sur une petite route menant à la route principale. Et ils se tiennent là, en bas, se demandant s'ils doivent traverser. Et ils ne bougent pas. Et ils se tiennent par la main.
Et la sœur dit qu'ils viennent de faire quelque chose de défendu. Car la mère leur a dit et répété qu'ils n'avaient pas la permission de descendre jusqu'à la nationale, elle dit. Et Asle dit que oui. Et il dit que s'ils écoutaient tout ce que leur mère leur défend de faire, ils ne feraient presque plus rien. Quand je lis Jon Fosse, il n'écrit pas de manière autobiographique, mais je peux quand même reconnaître des lieux, des gens, des situations. C'est très reconnaissable pour nous qui avons grandi avec lui. Il utilise les décors alentours pour écrire, et c'est très amusant à lire, je trouve. En apparence, l'histoire du roman est simple. Le narrateur, Asle, est un peintre veuf menant une vie solitaire. Dans la grande ville voisine, un autre homme porte le même nom. Lui aussi est peintre, mais alcoolique. Il est en très mauvaise santé. La septologie oscille entre ces deux hommes, deux facettes d'une même personne. Dans cette vie recluse, le narrateur n'a que deux amis, son galeriste et Asleik, un pêcheur traditionnel. À Strandbarm, le fjord est omniprésent, à la fois source d'inspiration et élément vital pour la communauté du village. La mer change si souvent que cela influe sur notre état d'esprit. Autrefois, le fjord de Hardanger était la principale voie de communication entre les différents fjords. Cela ne fait que depuis une cinquantaine d'années que la route est utilisée. Mais pour nous, le fjord reste la voie principale et génère toujours une grande fascination. Il descendra au bord de l'eau, il s'avancera dans la mer, il continuera de s'avancer dans la mer, pense Asle. Et il tourne cette pensée dans sa tête, il la tourne et la retourne. Et c'est la seule pensée qu'il parvient à formuler. La pensée qu'il va s'avancer dans la mer, pense Asle. La pensée qu'il va disparaître dans la mer, dans le néant des vagues, pense Asle. Ici, nous pouvons tous nous faire pêcheurs quand vient l'envie d'un repas frais. Et bien sûr, je me reconnais dans la septologie parce que Jon Fosse a une capacité incroyable à s'exprimer de manière universelle. Nous pouvons tous ressentir que nous avons quelque chose en commun avec ce que Jon Fosse exprime, avec tant d'élégance et de profondeur. C'est pourquoi il est aussi connu dans le monde entier. Si ce récit résonne de manière universelle, c'est que l'auteur y explore l'acte de création comme moyen de supporter notre condition d'humain. Pour le héros, peindre devient une forme de libération, un moyen de se débarrasser de ses tourments, transformant ainsi les images figées de son esprit en toile. Une pratique nécessairement obsessionnelle qui fait écho à celle d'Osse Younes. L'artiste utilise pour ses créations une forme traditionnelle de broderie originaire du village. Cette technique s'appelle primol. Elle consiste à broder autour d'un petit trou. Quand je couds, je ne suis aucun modèle. Je prends des fils de couleurs et ensuite je mets d'autres couleurs à l'arrière de la toile. Le point au centre peut être dans les mêmes tons ou alors d'une couleur qui modifie complètement la broderie. Cet acte créatif obsessionnel se retrouve chez Jon Fosse dans la forme même de sa septologie. Plus de 1000 pages sans points, comme une longue phrase rythmée par une succession de virgules. Une autre manière d'envisager le temps, une progression non linéaire où les répétitions débouchent progressivement sur quelque chose de nouveau. En Afrique, on dit que le temps vient, tandis qu'en Europe et dans l'Occident, on dit que le temps passe. Je pense qu'il est important de comprendre que nous recevons du temps nouveau en permanence. Moi, je passe beaucoup de temps à broder. C'est un processus méditatif que j'apprécie énormément, mais quand je brode, je dois rester assise.
Je ne peux pas broder très vite, alors je dois prendre le temps qu'il faut. C'est pourquoi le temps est l'un de mes moyens d'expression. C'est justement ce qu'on essaie de faire quand on peint, oui. On essaie de voir quelque chose qu'on a déjà vu avec un nouveau regard. De voir quelque chose comme si on le voyait pour la première fois. Non, pas seulement ça, mais on essaie de voir et de comprendre quelque chose avec un nouveau regard. Les deux à la fois, pour ainsi dire. C'est ça qui est unique chez Jon Fosse. Les gens sont tellement obsédés par le point. Mais dans ses livres, il y a un rythme. Ça ne s'arrête jamais. Cela fait qu'on ne sait pas vraiment quand poser le livre. Comme il n'y a pas de point, on se sent presque obligé de continuer. Moi, je n'y pense même pas à ce point. L'histoire continue, elle se répète, puis elle s'intensifie. Cela finit par pénétrer ton esprit. Et là, tu te retrouves à penser. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. L'histoire continue sans interruption. Et c'est un peu la même chose avec mes broderies. Quand je travaille, je continue simplement. Je couds et je couds encore. Au service de ce processus hypnotique, le nynorsk, une langue poétique et populaire parlée à Strandbarm et dans d'autres régions rurales. En faisant le choix de cette langue minoritaire, l'auteur renforce sa connexion avec ses racines. Ce qui m'inspire chez Jon Fosse, c'est qu'il utilise tant de mots magnifiques. Des mots que mes grands-parents utilisaient, que mes parents utilisaient et qu'il utilise à son tour. Quand je donne des titres à mes créations, j'aime reprendre des mots que j'ai trouvés dans les textes de Jon Fosse. Parce que lorsqu'on lit les textes de Jon Fosse, on se crée des images, des liens entre les choses. Et je me vois debout, face à l'image avec ses deux traits, un marron et un violet, qui se croisent dans le milieu. Une image oblongue. Je me vois la regarder, et je vois que j'ai peint les traits avec une grande lenteur. Et je pense que ce n'est pas un tableau, mais en même temps, l'image est telle qu'elle doit être. Elle est terminée, il n'y a rien à ajouter. L'image de la croix est omniprésente dans la septologie, car le grand créateur qui plane sur l'œuvre est avant tout Dieu. 7 livres comme les 7 jours de la création. La foi de l'auteur est profonde, née d'un moment précis, un accident où enfant, il se coupe avec un morceau de verre. Il saigne alors abondamment. Et puis il s'est retrouvé dans une sorte de frontière entre la vie et la mort. Ensuite, il a vécu une expérience spirituelle particulière. Il a vu tout ce qui l'entourait, comme si tout était imprégné d'une lumière scintillante. Il a ressenti une paix profonde, une sensation de plénitude. Et il a écrit que cette expérience a été tellement importante pour lui qu'elle a en quelque sorte contribué à le transformer. C'est ainsi qu'il est devenu écrivain. Dans le livre, Asle, contrairement à son double, est très croyant. C'est suite à la mort de son épouse décédée prématurément qu'il s'est converti. C'est pour elle qu'il a abandonné la bouteille. Comme son héros, Jon Fosse s'est converti au catholicisme à 50 ans passés et a surmonté son alcoolisme. Et je tiens la croix en bois marron entre le pouce et l'index. Et je dis Seigneur pendant que j'inspire profondément. Et je dis Jésus pendant que j'expire lentement. Et je dis Christ pendant que j'inspire profondément. Et je dis « Aie pitié » pendant que j'expire lentement. Et je dis « De moi » pendant que j'inspire profondément. Je pense que cela a influencé son écriture, en particulier dans sa septologie, où l'on trouve beaucoup de ce mysticisme chrétien si particulier, qui est la tradition chrétienne sur laquelle il écrit et en laquelle il croit. Et ce personnage principal, Asle, lui ressemble beaucoup, même s'il est peintre et que Fosse est écrivain. Il ressemble à Fosse, parle comme Fosse et croit comme Fosse. Je dis souvent qu'en Norvège, il est bien plus facile de parler de sa vie sexuelle que de sa foi, de sa vie spirituelle. C'est en quelque sorte le dernier tabou à bien des égards.
Mais Foss, lui, amène ce sujet dans la sphère publique et dans la société intellectuelle, et il l'exprime d'une manière si belle que cela touche tout le monde. Non seulement il écrit sur la foi, mais il crée aussi de la foi à travers ses écrits. Thomas Chauvineau, lui, nous conduit dans un lieu où il est interdit de mourir. Ou presque, c'est le clin d'œil. C'est la porte d'entrée du pôle Nord, l'archipel du Svalbard au nord de la Norvège. Au-delà, un royaume de glace, où le moyen de transport le plus pratique reste le traîneau et les chiens. Dans le coin, vous avez plus de chances de rencontrer des ours polaires que des êtres humains dont la plupart vit à Longyearbyen, capitale la plus au nord du monde, ancienne cité minière où habitent aujourd'hui environ 2000 personnes. Toutes soumises à la même règle, il est interdit aux habitants de mourir à Longyearbyen. C'est un arrêté officiel pris par la municipalité en 1950 et toujours en vigueur aujourd'hui et qui se comprend facilement. L'été, on atteint les 11 degrés et ça ne dure pas longtemps. Les températures sont le plus souvent négatives et l'hiver, elles tournent autour des -20. Les corps enterrés ne se décomposent pas, le froid conserve et pas seulement les cadavres. En 1998, des chercheurs ont exhumé des dépouilles enterrées en 1917. En les analysant, ils ont retrouvé des particules du virus de l'époque, la grippe espagnole conservée dans la glace du Svalbard. Merci donc de bien vouloir trépasser ailleurs. Depuis 1950, toutes les personnes en phase terminale sont transférées à Oslo, 2000 km plus au sud. Et ne cherchez pas de centre de gériatrie ou même de maison de retraite, vous n'en trouverez pas. Ici, on ne fait pas de vieux os. On n'en fait pas de neuf non plus. Une autre loi interdit aux femmes d'accoucher à Longyearbyen. Les nouveau-nés sont aussi fragiles. Ils auront le droit de venir, troublés de leur balbutiement, la quiétude arctique, qu'après avoir la certitude qu'ils sont en bonne santé. Dans le genre, mesure étrange, sachez aussi que les chats sont interdits. Cette fois, c'est pour protéger les rares oiseaux qui acceptent de se coltiner ces températures glaciales. Cela dit, les plus motivés peuvent tout de même choisir Longyearbyen comme dernière demeure, à condition d'avoir été incinérés. La ville possède un cimetière où il est possible de faire enterrer ses cendres. Et pour le coup, ici, on est absolument certain de reposer en paix. Le Sénégal, voilà notre nouvelle destination. Alors, il fait déjà nuit à Saint-Louis et nous avons rendez-vous là-bas avec des femmes fortes qui ont longtemps inspiré la méfiance. Vous allez découvrir qui sont les Signares grâce à l'héritage. C'est une procession qui illumine les rues de Saint-Louis depuis le XVIIIe siècle. À Noël, dans la plus ancienne ville du Sénégal, chants et lanternes font revivre la mémoire de celles qui, durant l'époque coloniale, ont été considérées comme les femmes les plus puissantes du Sénégal. On les appelle les Signares. Issues d'unions entre Sénégalaises et marchands européens, ces femmes métisses se sont hissées au sommet de la société en devenant, dans les comptoirs commerciaux de Saint-Louis et de Gorée, des femmes d'affaires redoutables. On peut dire qu'elles ont été des agents de la colonisation, des collaboratrices. Elles savaient aller aussi bien dans le monde occidental que dans le monde sénégalais. Faciliter des négociations politiques, des accords, des arrangements, etc. etc. Longtemps mal vus, les Signares sont pour une nouvelle génération de Sénégalaises un symbole d'émancipation. L'histoire de ce métissage commence le long des côtes sénégalaises, où débarquent les marines marchandes européennes au milieu du XVe siècle. Sur l'île de Gorée, après les Portugais et les Néerlandais, c'est au tour des compagnies françaises de s'installer en 1677.
Ce bout de terre au large de Dakar devient un comptoir pour la traite de l'or, de l'ivoire, de la gomme arabique, mais aussi celle des esclaves. Les signares apparaissent, j'allais dire, de façon spontanée, avec l'arrivée des premiers Européens à Gorée, notamment, lorsque les occupants européens constatent qu'il est beaucoup plus agréable d'aller vivre dans les cases traditionnelles des autochtones qui habitent à proximité des forts, plutôt que dans les forts eux-mêmes qui sont insalubres, infestés de moustiques, etc. Le terme signare vient du portugais senhora, qui voulait dire madame, un titre de respectabilité. Et puis de déformation en déformation, le terme est resté en français pour devenir signare. La moitié des Européens meurent dans les 6 mois suivant leur arrivée. Pour augmenter leurs chances de survie, certains choisissent de se mettre en couple avec des signares. Ces femmes sénégalaises, noires ou métisses, ont l'immense avantage de connaître les dangers de ce territoire inconnu. Ils s'installent avec elles, loin des forts où sévissent les maladies, et achètent des esclaves aux chefs des royaumes sénégalais qu'ils envoient par dizaines de milliers vers les Amériques. Ces signares les aidaient à mieux comprendre le pays en règle générale, mieux comprendre la langue, ne serait-ce que ça, mieux comprendre les échanges commerciaux. Elles vont pouvoir acquérir ce qu'on appelle des captifs de case, c'est-à-dire des esclaves domestiques. Elles vont les louer, ce qui va leur rapporter de l'argent. Alors ils peuvent être maçons, ils peuvent être lingères, ils peuvent être pileuses ou n'importe quoi. Et les revenus qui sont tirés de ces activités-là enrichissent les signares. Ce qui fait que ce sont les premières femmes qui arrivent à construire des maisons en dur, des vraies maisons, sur l'île de Gorée en particulier. À l'époque, le Sénégal n'est pas encore une colonie, mais un simple comptoir de commerce. Et le code noir de Colbert, qui partout ailleurs interdit formellement le métissage, n'est pas appliqué. Les couples vont avoir des enfants qui seront reconnus et porteront le nom du père. Xavier Ricou vit aujourd'hui dans l'une de ces maisons qui appartenait à une signare, descendante du chevalier de Boufflers, l'un des gouverneurs du Sénégal à la fin du XVIIIe siècle. C'est une signare de Gorée entourée de ses servants qui lui servent de cuisinière, de lingère, etc. Et elle est assise sur son lit de façon très traditionnelle. Je l'aime bien parce qu'on voit bien qu'elle a une double culture. Elle parle wolof, elle mange du couscous. En même temps, elle a des meubles qui sont plutôt un mobilier européen. Et puis, voilà, elle a un mode de vie européen. Cette collection a été commencée par ma maman dans les années 1970 et je l'ai poursuivie par la suite moi-même. Elles sont toute une histoire à raconter, c'est ça que j'aime beaucoup. Les signares deviennent chrétiennes, sont baptisées, mais restent proches de leurs familles animistes ou musulmanes. Dès lors, elles n'auront de cesse d'affronter la méfiance de l'Église à leur égard. À Saint-Louis, l'autre comptoir prospère à l'embouchure du fleuve Sénégal. Elles profitent de leur statut pour faire venir d'Europe toutes sortes de produits luxueux. Textiles des filatures de Rennes, parfums, perruques de Paris, ces tenues élégantes deviennent un marqueur de leur puissance. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Les tenues de signare ont évolué. Maintenant, on allège avec de beaux tissus très fins. C'est ça qui change un peu, mais sinon, la coiffure est la même, les bijoux exposés, la grandeur des tissus. C'était comme ça, avec le jupon gonflant en dessous pour donner du volume à la robe. Et puis, elles étaient tout le temps en assortie avec l'éventail, en train de se vanter. Et ça, c'est une signature des signares aussi. Alors, tu es contente de porter la tenue signare? Elle rêvait tellement de ça quand elle était petite. Le soir de Noël, dans les rues de Saint-Louis, les signares se parent de leurs plus beaux costumes et défilent depuis le XVIIIe siècle à l'occasion de la messe de minuit.
Longtemps, l'Église tolère leur présence mais refuse d'officialiser leurs unions. L'institution ne peut cautionner ces mariages éphémères destinés à s'interrompre dès que les Européens quittent les comptoirs pour rentrer chez eux. Ces chrétiennes à la mauvaise réputation créent le fanal de Saint-Louis. C'était une procession qui se faisait spontanément parce qu'il n'y avait pas de lumière à Saint-Louis. Et elles allaient à la messe et accompagnées de leur chambellan, tenant chacun un petit lampion. Et le fait que toutes les femmes allaient à l'église au même moment, à la même heure, en tenant les lampions, ça faisait une belle lumière qui traverse la ville avec des belles femmes. Et ça faisait la curiosité des populations. Le fanal a été ressuscité au tournant du XXIe siècle par Marie-Madeleine Diallo. Aujourd'hui, ce sont les meilleurs artisans de Saint-Louis qui défilent avec leurs chars illuminés, rivalisant d'ingéniosité pour représenter les bâtiments emblématiques de la ville. Ça a pris de la hauteur, ça a pris de la largeur et j'ai dit on va faire un fanal qui fait 7 mètres de haut, 5 mètres de large et il va prendre tout le trottoir. On a fait le pont Faidherbe, on a fait le palais du gouverneur. Ce que ça donne, c'est quelque chose de magique. Pour les Saint-Louisiens, c'est une façon de perpétuer le legs des Signiards, ce qui est très important pour le faire connaître à nos enfants. Si le fanal valorise l'opulence et le faste du mode de vie des Signiards, il ne raconte pas comment ces métis perdent progressivement tous leurs privilèges. Au début du XIXe siècle, les puissances européennes abolissent la traite négrière, puis, en 1848, l'esclavage. Les Français n'ont plus besoin d'intermédiaires et imposent une organisation qui marginalise peu à peu les Signiards. À Saint-Louis, comme dans les autres comptoirs commerciaux du pays, elles perdent leur rôle d'intermédiaire et, pour ainsi dire, tout leur pouvoir. Vous avez une administration coloniale qui se met en place, qui n'entendent plus laisser la place aux autochtones, noirs ou métis. Il y a une forme de racisme de plus en plus prégnant. Les grandes théories raciales naissent surtout dans cette deuxième partie du XIXe siècle parce que ça permet de justifier la conquête coloniale, la mission civilisatrice. En femmes d'affaires averties, les Signiards maintiennent dans un premier temps leur niveau de vie grâce au commerce de la gomme arabique. Ces cristaux de sève d'acacia durcie sont utilisés pour renforcer les voiles des navires et représentent l'une de leurs principales sources de revenus depuis le XVIIIe siècle. Elles vont assister, impuissantes, à la disparition de leur dernière richesse. On n'a plus autant besoin de gomme arabique parce qu'on est passé à la navigation à vapeur et plus à la navigation à voile qui nécessitait l'usage de la gomme arabique. Et les Signiards se retrouvent complètement marginalisés sur un plan économique, devant dépendre soit de leur héritage, quand héritage il y a eu, soit plus généralement de leur mari. Dorénavant, les colons font venir au Sénégal leurs épouses européennes. Les mariages métis disparaissent et de nombreux Signiards se servent de leur double culture pour émigrer en Europe. Ce n'est qu'à l'indépendance du pays, en 1960, que leurs descendants retrouvent une place au sein de la société sénégalaise. Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, fait du métissage culturel un idéal de civilisation. Comme Madeleine de Wes, ceux qui ne sont pas partis participent alors à la formation d'une nouvelle nation. Nous sommes la génération de la construction nationale, parce que nous sommes sortis de l'université à l'indépendance. Ici, on est, je le dis avec beaucoup d'émotion, dans la maison de la famille de Wes, les de Wes de Belgrave, de Bordeaux, qui ont atterri au Sénégal dans les années 1800. Vous avez cet étage-là, qui était l'habitation, maison où ils vivaient, et en bas, il y avait les entrepôts de la gomme arabique, qui d'ailleurs, vous le voyez, étaient en fait allés jusqu'au bout
Et les bateaux étaient là sur le fleuve pour charger de la gomme arabique, qu'on a appelée à l'époque l'or noir du Sénégal. Les Signares laissent derrière elles une image trouble. Femmes puissantes qui ont su échapper à l'esclavage et jouir d'une certaine liberté, elles ont aussi été considérées comme complices de la colonisation. Pendant de longues décennies, les Sénégalais préfèrent les oublier. Jusqu'à ce que certaines pionnières décident de les réhabiliter. Oumoussi en fait partie. C'est une belle matière. C'est de la taffetas, hein? Après, on a mis de la peinture pochoir dessus. Je suis née à Podor, au bord du fleuve Sénégal. Alors, c'est là où j'ai commencé, avec mon esprit d'enfant, de dire que, bon, comme on est programmé à être marié à l'âge de 8-9 ans, moi, je ne veux pas être mariée à cet âge-là. Il faut que je trouve un métier, quelque chose avec mes mains que je peux faire pour pouvoir être autonome. À la fin des années 80, un concours de mode lance sa carrière. Elle y revisite la mythique robe des Signares et remporte le premier prix. J'ai pris mon vieux boubou, je l'ai décousu et j'ai fait une robe de Signare que j'ai habillé ma fille avec, ma fille aînée. C'est là où toute la tribune est venue s'est levée pour saluer la robe. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de frontières dans ma tête. J'ai des imaginations, je réfléchis, j'essaie de créer, j'essaie de rendre l'impossible possible. Source de créativité pour les artistes, les Signares ont inspiré au président poète Léopold Sédar Senghor certains de ses plus beaux vers. Je me rappelle les Signares à l'ombre verte des vérandas, les Signares aux yeux surréels, comme un clair de lune sur la grève. Les gourmands vont avoir les yeux qui roulent maintenant puisque c'est le moment de retrouver Papille. Aujourd'hui, on s'installe à Lille pour cuisiner et on va vérifier si c'est dans les vieux gaufriers qu'on fait les meilleurs gaufres. Il y a tellement une belle architecture, c'est magnifique. Je suis une Lilloise d'origine, donc c'est vrai que pour moi, le Vieux-Lille, c'est un quartier qui me tient vraiment à cœur. On trouve plein de choses, notamment des produits du terroir. Ah bah tiens, du coup, là, on est chez Mère. Et c'est vraiment une institution lilloise pour les gaufres. Nous, d'ailleurs, à la maison, on va faire des gaufres fourrées au maroilles avec des gaufres de Bruxelles et des gaufres sèches de l'Avesnois. D'ailleurs, là, on part tout de suite chez le fromager pour acheter le maroilles. Bonjour! Je viens vous voir parce que j'ai prévu de faire des gaufres au maroilles. Maroilles chez nous, ça va se présenter en maroilles fermier, au lait cru, affiné 90 à 110 jours, avec quelque chose de très souple. Minimum de l'appellation, c'est 35 jours. Donc là, on a apporté du soin et du goût. Il vous faut un demi. Un demi. Eh ben, un beau demi ici. Ah, super. Voilà, bien souple. Il va falloir que vous me donniez votre recette parce que hâte de goûter ça. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à cuisiner. Il n'y a plus qu'à faire la recette. Merci beaucoup. Merci à vous, une belle journée. Au revoir. Merci, au plaisir. Je suis rentrée. Là, on prépare les gaufres de Bruxelles. Et la première étape pour les gaufres, c'est de mélanger la farine avec un petit peu de lait. Le blanc, on va venir le battre en neige et le jaune, on l'incorpore directement à la pâte. Pour les gens du Nord, je pense que c'est important de manger régulièrement des gaufres, quoi. Enfin, quand on était petite, qu'on allait en vacances chez ma grand-mère du Nord, c'était genre une obligation, on avait la soirée gaufre. J'ajoute le beurre. Il ne reste plus qu'à incorporer les blancs en neige montés.
la pâte elle est finie, elle est prête à être reposée pendant plusieurs heures. Hop là. Bon, le carnet des recettes à Mémé, il en a dans tous les sens. On recherche la recette des gaufres et des gaufrettes dans les recettes manuscrites de Mémé. Gaufres à la crème fraîche aussi. Il y avait plein de recettes de gaufres. Ce qui se passe, c'est que d'une recette à l'autre, il n'y a pratiquement pas de différence. Il y a des gaufrettes. Ah bah voilà. Pour les gaufrettes fines, c'était que à la période du Nouvel An qu'on en avait. Du coup, au mois de janvier, dès qu'on allait chez elle, elle nous en offrait. C'est des bons souvenirs d'enfance, quoi. On a cherché le gaufrier qui date en plus de mon arrière-arrière-grand-mère. Je suis la 5e génération au moins à me servir de ce gaufrier-là. Voici la bête, le gaufrier d'époque. Donc en fait, il est magnifique parce qu'il y a des décors dessus sur les gaufrettes. Pas les rater, il y en a toujours une ou deux dans l'eau qui seront un peu plus cramées que d'autres. Donc la preuve. Quand on était petite, il y avait Pépé qui grattait toujours la croûte du maroilles avec son couteau, que ça soit pour le manger comme ça ou pour les gaufres. C'était vraiment genre, une habitude familiale. Et là, j'ai un garnir de maroilles. Là, c'est gourmand. Ouais. C'est plein de fromage, ça dégouline de partout, c'est ce qu'il y a de bon, on s'en met plein les doigts, c'est ça qui fait le charme des gaufres au maroilles. Voilà. Et voilà, super. Puis il y a des gaufres fourrées au maroilles et des gaufrettes de Nouvel An. Merci. Et pour moi. Ça donne envie d'attaquer. C'est un classique de la maison, les gaufres au maroilles, donc c'est toujours super bon. La relève est pleinement assurée avec Lisa. Direction le Pays de Galles. La péninsule de Pembroke est sûrement le pire souvenir de celui que je vais vous présenter dans l'histoire inattendue. Un révolutionnaire qui rêvait de faire plier la perfide Albion. D'un côté comme de l'autre de la Manche, la rivalité entre Anglais et Français n'a rien de secret. C'est Guillaume le Conquérant qui aurait déclenché les hostilités en 1066, en faisant de l'Angleterre sa possession. Et à la fin du XVIIIe siècle, cette relation conflictuelle n'est pas en passe de s'arranger, car les Français sont bien décidés à lancer sur les terres britanniques une dernière invasion. En 1797, la France et la Grande-Bretagne sont donc en guerre. Depuis la France, un jeune et charismatique général, Lazare Hoche, missionné par le gouvernement révolutionnaire, prépare un coup d'éclat. L'historienne Rita Singer nous entraîne au Pays de Galles sur ses pas. Lazare Hoche était un de ces hommes prometteurs qui avait gravi les échelons de l'armée extrêmement vite. En seulement quelques années, il avait pris la tête du commandement de 3 armées regroupées au sein de l'armée de l'Ouest. Et il était en quelque sorte un Napoléon. L'ambitieux général n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. En décembre 1796, il mène une première expédition en Irlande en soutien aux nationalistes qui cherchent à se soustraire à la domination britannique. Mais l'attaque, victime d'une météo capricieuse, vire au cauchemar. Un désastre qui ne décourage en rien Lazare Hoche, décidé à affiner son plan initial et à préparer une nouvelle expédition, cette fois sur le territoire anglais. Au matin du 16 février 1797, l'heure du départ a sonné. 4 navires quittent le port de Brest, avec, à leur bord, une armée rassemblée à la hâte. La moitié de l'armée envoyée en Grande-Bretagne était composée de soldats professionnels. Donc ils étaient bien entraînés et bien nourris. Tandis que l'autre moitié de cette armée avait été recrutée en prison. Certains de ces hommes étaient de simples criminels.
L'état-major s'était dit qu'avec des officiers et des soldats expérimentés, ces prisonniers pourraient être correctement formés. Sur le papier, ce plan avait l'air génial. Son objectif principal, s'emparer de Bristol, un des ports les plus importants du royaume. L'idée était de mettre le feu à Bristol pour semer cet idéal révolutionnaire auprès de la population locale. Les soldats français devaient leur donner des armes pour qu'ils rejoignent leur rang et renversent leur gouvernement. Il y avait, je pense, une manière très romantique de penser, de se dire que ce qui avait fonctionné en France pouvait marcher en Grande-Bretagne. Mais ce plan est loin de se dérouler comme escompté. À peine les côtes françaises disparues, l'expédition prend un air de déjà-vu. Des vents violents font dériver les navires, impossible de rejoindre Bristol. Se déplaçant vers l'ouest, ils voguent vers les côtes du Pays de Galles, espérant trouver un endroit où amarrer en toute sécurité. Le 22 février, les Français parviennent à débarquer dans une crique de cette côte inhospitalière, à l'abri des canons de la ville voisine de Fishguard. Les soldats sont envoyés à travers la péninsule pour trouver de la nourriture et du bois de chauffe auprès des locaux. Mais les Gallois étaient terrifiés, et à juste titre, parce qu'ils voyaient débarquer sur leurs terres des groupes d'hommes armés jusqu'aux dents. Et l'opération s'est transformée en un véritable pillage. Si vous voulez rallier des gens à votre cause, il est judicieux de ne pas brûler leur maison. Donc plus tard, dans la journée, des locaux se sont regroupés et ont pris des armes rudimentaires, comme des fourches, des faux, des morceaux de bois pour se défendre. Et un peu partout, des combats ont commencé entre les Gallois et les Français. En l'espace de quelques heures, Fishguard et ses alentours se transforment en un champ de bataille désordonné. Le folklore local dit même que des femmes se sont rassemblées sur une colline, derrière les volontaires armés et les quelques milices britanniques qui les avaient rejoints. Et traditionnellement, les femmes galloises portent de grands châles rouges sur leurs épaules. Avec la distance, les soldats français les auraient confondus avec des militaires britanniques, qui arborent les mêmes couleurs. Donc, quand l'armée française a vu des centaines de silhouettes de femmes et aussi de quelques hommes au loin sur la colline, ils ont pris peur. Ils se sont dit « Mon Dieu, nous faisons face à une immense garnison britannique ». Face à cette résistance inattendue, les indociles troupes françaises préfèrent agiter le drapeau blanc et se rendre au petit matin du 24 février. Le bilan de cette attaque est clair, 6 morts, parmi lesquels 2 Gallois et 4 Français, et surtout, aucun soulèvement populaire. L'expédition destinée à renverser la monarchie britannique aura duré moins de 48 heures et se sera soldée par un échec digne d'une farce, sonnant le glas des ambitions françaises outre-Manche. Une dernière invasion que les femmes de Fishguard ont eu à cœur de célébrer à l'occasion de son bicentenaire en 1997. L'une d'entre elles a pensé à la tapisserie de Bayeux qui représente une autre invasion française de la Grande-Bretagne en 1066, la dernière dans toutes les mémoires. Mais à Fishguard, nous avons vécu une autre invasion. Donc pourquoi ne pas créer notre propre tapisserie qui pourrait s'appeler la tapisserie de Fishguard ? Cette tapisserie longue de 30 mètres déroule chaque étape de cette invasion ratée. De l'arrivée des navires français au mythe des combattantes galloises, aucun épisode de ce fiasco annoncé n'a été oublié, du moins d'un des deux côtés de la Manche. Retour à la devinette. Aujourd'hui, je vous demandais comment, au XIXe siècle, une Anglaise avait contribué à faire de la Nouvelle-Zélande le paradis des abeilles. Eh bien, elle a apporté là-bas 2 ruches de son Yorkshire natal. C'est par amour pour son frère que cette missionnaire, Mary Bumby, entreprend son long voyage en bateau en 1839. Dans ses bagages, 2 ruches en paille tressée contenant des abeilles noires. Son frère John aime tellement le miel qu'il sera sans doute heureux d'en avoir sur ses tartines. Ce que notre Anglaise ignore, c'est qu'avec sa riche flore et son climat doux, la Nouvelle-Zélande s'avère être un paradis pour les abeilles domestiquées, surtout quand elles ne rencontrent, comme ici, aucun prédateur et qu'elles peuvent butiner les fleurs de Manuka. Cette alliance abeille plus Manuka qui sera à l'origine d'un des meilleurs miels au monde. Sur cette touche sucrée, je vous dis Pespalt.